Radio France Internationale, bonjour à toutes et à tous, 18h à Gaza, 17h à Paris, 16h temps universel. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Jeudi 9 novembre, au sommaire de cette édition, la situation à Gaza. De violents combats se déroulent en ce moment entre Israël et le Hamas. Pendant ce temps-là, à Paris, une conférence humanitaire pour subvenir aux besoins des habitants de Gaza est organisée par Emmanuel Macron. L'actualité, c'est aussi en Europe. Pedro Sánchez va pouvoir rester le Premier ministre d'Espagne. Il a trouvé un accord politique avec les indépendantistes catalans. Et puis en France, la lutte contre le harcèlement scolaire, priorité du gouvernement, reportage à la fin du journal. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Fuir les combats, des milliers d'hommes, femmes et enfants palestiniens ont une nouvelle fois pris le chemin du sud de la bande de Gaza, chassés par des bombardements israéliens. Les informations qui nous parviennent rapportent des combats acharnés entre Israël et le Hamas. Reportage à présent de nos envoyés spéciaux auprès de Palestiniens de la bande de Gaza, qui ne sont pas à Gaza, mais bloqués en Cisjordanie. Il s'agit de travailleurs qui étaient employés par Israël et qui ont été expulsés après l'attaque du 7 octobre. Depuis un mois, ils vivent loin de leur famille, restée à Gaza. Nicolas Benita, Nicolas Falaise sont allés à la rencontre de ces Gazaouis. Une liste de noms, mais aucune date pour un retour à Gaza. C'est pourtant ce que veulent ces centaines d'hommes qui, comme Saleh, espèrent retourner auprès de leurs proches. Je veux être près de mes enfants et souffrir avec eux. Ils vont bien, mais ce qui se passe là-bas, c'est l'enfer. C'est la guerre. Saleh travaillait dans le bâtiment à Tel Aviv. Il était l'un des 18 000 Palestiniens de Gaza autorisés à sortir pour gagner un salaire en Israël. Permis de travail révoqué après les attaques du Hamas le 7 octobre. Il a fallu trouver refuge en Cisjordanie. Saleh, Bilal, Bassem et leurs compagnons d'infortune sont rongés d'angoisse pour leur famille. C'est l'horreur, c'est invivable. Il y a des missiles tout le temps, les destructions, la mort. Chaque fois qu'on les appelle, ils demandent pardon, comme si c'était la dernière fois. On ne parle que du Hamas qui tue les Israéliens, mais regardez les Israéliens qui tuent nos enfants, nos bébés. Dans ce centre sportif de Ramallah, il y a des matelas au sol, y compris dans la cour, des toilettes de chantier, et c'est l'autorité palestinienne qui prend en charge ces naufragés de la guerre. Yasser a 59 ans, lui sait qu'il ne peut pas rentrer car sa famille vit dans le nord de la bande de Gaza, inaccessible. Il sait aussi que ses proches ne quitteront pas la maison malgré les bombes. Il soupire. Nous voulons vivre chez nous ou mourir chez nous. Nicolas Benita, Nicolas Falaise, Ramallah, RFI. Et puis cette conférence humanitaire sur Gaza organisée par Emmanuel Macron à Paris aujourd'hui avec plusieurs pays étrangers invités. Le président français a commencé par appeler à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, ce qu'il n'avait pas fait depuis le début du conflit le 7 octobre, et d'insister dans l'immédiat. C'est à la protection des civils qu'il nous faut travailler. Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide, a déclaré le chef de l'État. Et nous apprenons à l'instant qu'Israël a accepté de faire des pauses quotidiennes, comprendre un arrêt des combats 4 heures par jour dans le nord de Gaza, indique la Maison-Blanche. RFI à Paris, 17h04. L'actualité en Allemagne. À présent, l'Allemagne qui commémore aujourd'hui la nuit de cristal. Il y a 85 ans, dans la plupart des villes d'Allemagne et d'Autriche, des Juifs se font attaquer sur incitation du parti nazi au pouvoir dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938. Durant cette nuit de cristal, 91 juifs sont morts, des synagogues, lieux de culte pour les juifs, sont incendiés, des magasins appartenant aux juifs sont pillés, vandalisés et 35 000 juifs furent arrêtés et déportés vers les camps de concentration. 85 ans plus tard et en pleine guerre en ce moment entre le Hamas et Israël, cet événement réveille de douloureux souvenirs. Margot Friedlander avait 17 ans à l'époque. Elle vient de fêter ses 102 ans. Ce qui s'est passé ne peut plus être changé. Mais ça ne doit plus jamais se reproduire, que des Juifs soient obligés de porter cette étoile jaune. Je ne sais pas pourquoi l'humanité n'a pas tiré les leçons de l'histoire.
Depuis mon retour en Allemagne, j'ai parlé à des centaines d'élèves, mais aussi à des adultes. J'ai reçu de nombreux remerciements, des remerciements très chaleureux, et les parents s'engagent à expliquer cette histoire à leurs enfants. Nous savons bien qu'il y a beaucoup de pays où l'antisémitisme est transmis aux enfants dès l'âge du biberon. C'est difficile de faire disparaître ces idées par la suite. Alors je le dis, ne vous laissez pas influencer par ces idées après ce qui nous est arrivé. Des propos exclusifs recueillis par notre correspondant à Berlin, Pascal Thibault. En Espagne, la fin d'un long suspense. Pedro Sánchez va pouvoir rester Premier ministre grâce à un accord entre le Premier ministre et les indépendantistes catalans. En échange de quoi, les indépendantistes ont obtenu ce qu'on appelle une loi d'amnistie. Autrement dit, l'effacement des condamnations lorsqu'ils ont notamment tenté il y a 6 ans de séparer la Catalogne du reste du pays. Un accord conclu aujourd'hui qui n'est pas du goût de tous les Espagnols. La droite, notamment, compte bien se mobiliser, comme nous l'explique l'historien Christophe Barré. De grandes manifestations qui sont annoncées par la droite contre l'amnistie. Parmi les gens qui manifestaient spontanément devant les sections du Parti socialiste et donc notamment à Madrid, il y avait 7000 personnes lundi soir. C'est assez important. Il y a eu des sondages qui ont été faits. Cet accord a été soumis à une consultation en interne au Parti socialiste qui était approuvé à 80%. Mais c'est pas une majorité aussi ample qu'on mesure dans l'électorat socialiste, si vous voulez. Il y a une majorité de l'électorat qui est favorable. On a peut-être 30 à 40% des socialistes qui sont méfiants par rapport à cet accord et qui attendait son contenu là, qui a été révélé ce matin. Christophe Barré au téléphone avec Florent Guignard. En France, c'est une priorité absolue du gouvernement, la lutte contre le harcèlement scolaire. Lutter pour éviter qu'un élève subisse de manière répétée des propos ou des comportements agressifs de la part d'un autre élève. Bref, éviter les moqueries, les violences qui peuvent parfois conduire à un drame. Pour prévenir plutôt que de guérir, depuis ce matin, un questionnaire est distribué à tous les élèves du CE2 à la terminale. Reportage de Laurence Théo auprès d'anciennes victimes de harcèlement scolaire. As-tu peur d'aller au collège à cause d'un ou plusieurs élèves ? As-tu déjà menti pour rester chez toi ? Voilà des exemples de questions qui seront soumis aux collégiens. Nathan Smadja est une ancienne victime de harcèlement. Il explique que la mise en place d'un questionnaire l'aurait aidé. J'ai subi des moqueries du fait de ma présupposée homosexualité. On m'a agressé, on est venu jusqu'en bas de chez moi pour me menacer de mort avec ma famille. Si moi, en 6e, le petit Nathan que j'étais, avait un questionnaire en face, j'aurais rempli toutes les cases qui m'auraient permis en tout cas de signaler à tous les professeurs que ce que je vivais était inadmissible et pouvait me nuire. Le ministre de l'Éducation Gabriel Attal explique que l'anonymat du questionnaire permet de libérer la parole sans avoir peur de représailles. Mais pour Annelise Debat, 22 ans, qui se décrit comme une survivante du harcèlement scolaire, l'anonymat est un frein. Là, on parle sur des mesures qui sont concrètes pour une fois, donc ils auraient dû mettre un questionnaire qui est nominatif. Sauf que là, ça va être du bon vouloir des professeurs. C'est un peu difficile de repérer qui est victime de harcèlement scolaire dès lors où on lit 35 questionnaires d'un coup en fait. L'exploitation des réponses devrait permettre au ministère d'avoir une vision plus précise du phénomène de harcèlement scolaire au niveau national. Les dernières données chiffrées datent de 2011. L'actualité en France, c'est aussi le Conseil d'État qui revient sur une décision du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. La plus haute juridiction française annule la dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre. L'idée du gouvernement était de faire cesser les activités de ce collectif écologiste. Le Conseil d'État a rappelé qu'une mesure de dissolution porte une atteinte grave à la liberté d'association, principe fondamental reconnu par les lois de la République. Les militants des Soulèvements de la Terre se sont notamment opposés au printemps dernier à la construction de retenues d'eau dans le centre-ouest de la France. Et puis un dernier mot de football avec ce jeune prodige de 17 ans. Il s'appelle Warren Zahir Emery. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a été convoqué aujourd'hui en équipe de France pour la première fois par Didier Deschamps. Convoqué pour le rassemblement en vue d'affronter Gibraltar et la Grèce en qualification de l'Euro 2024. Ainsi se referme ce journal en français facile que vous pouvez retrouver à tout moment sur Internet pour le lire et l'écrire quand vous le souhaitez. Merci à tous de nous avoir écoutés. À demain pour une nouvelle édition.